Rénologique est une présentation de duproprio.com en collaboration avec l'Agence de l'efficacité énergétique du Québec et le magazine La Maison du 21e siècle. Bienvenue à Rénologique. Aujourd'hui, on s'attaque à la rénovation du sous-sol. C'est une rénovation qui exige beaucoup d'énergie et de matériaux. Mais tout d'abord, voyons pourquoi la rénovation de sous-sol est typiquement québécoise. Quand on parle de rénovation de sous-sol, en général, les gens vont aménager une salle familiale, une chambre à coucher pour l'ado, et un bureau, salle de bain supplémentaire, etc. Mais au-delà de l'aménagement, il faut comprendre qu'il y a juste au Québec, puis dans l'Ontario et le nord-est américain, où les gens utilisent les sous-sols comme pièces habitables. Ailleurs dans le monde, on ne trouve pas ça. Au Québec, on a la mauvaise habitude de bâtir des sous-sols dans les maisons neuves. Ils sont vraiment pas nécessaires et on voit rarement une maison écologique neuve avec un sous-sol. C'est souvent des dalles flottantes où est-ce qu'on a un rez-de-chaussée. On bâtit hors terre plutôt que sous terre où est-ce qu'il y a risque d'infiltration d'eau et de moisissure et d'endroits sombres moins agréables à vivre. Construire une pièce sous le niveau du sol est déjà controversé. Il s'agit d'un environnement bien particulier et capricieux. Il faut comprendre que dans un sous-sol, on est dans le sol à 4, 5, 6 pieds de profondeur et ça a des incidences sur la performance du sol. Alors, au niveau de l'humidité, au niveau des possibilités d'infiltration d'eau, de condensation, etc. La pertinence même de construire des espaces de vie dans un milieu aussi humide est remise en question. Moi, personnellement, je trouve qu'un sous-sol, c'est un endroit où il tient beaucoup d'humidité. Tout ce qu'on n'a pas besoin se ramasse dans le sous-sol souvent, puis là, ça s'empile. C'est certain, il y en a qui servent du sous-sol pour faire des cinémas maison, une salle de billard, un petit bar, tout ça. Ça peut être intéressant à ce côté-là. Mais le coût d'un sous-sol versus le coût d'un étage supplémentaire, mais je pense qu'il n'y a pas une assez grosse différence pour qu'on se le permette pas. En plus, il s'agit d'un endroit énergivore. Aussi aberrant que ça puisse paraître, quand on décide vraiment d'utiliser le sous-sol à son plein potentiel, il faut chauffer le sous-sol durant l'été. Parce qu'on veut vraiment s'assurer que toute la base des murs soit chaude pour éviter le problème de condensation. Donc, on devrait, l'été, chauffer notre sous-sol au moins 20, 21, 22 degrés C et créer une circulation d'air constante. Malgré tous les désavantages des sous-sols, presque tous les bâtiments existants en comportent. Il faudra donc faire avec. Dans un contexte urbain, ça peut valoir la peine de rénover ces pieds carrés-là. Mais quand on est dans une autre région moins dense, je suis sûr que je le recommande pas. Je ferais plutôt un agrandissement hors terre s'il y a un manque d'espace. Un sous-sol non fini ou mal fini peut être source de problèmes et d'inconfort, mais avant de commencer les travaux, quelques précautions s'imposent. Quand on passe rénovation complète, il faut vraiment prendre le temps de dégarnir les murs puis s'assurer qu'il n'y a pas d'infiltration d'eau, que le drain français fonctionne bien. Puis il n'y a pas d'éléments qui vont venir perturber tout notre nouvel aménagement. Souvent, on finit le sous-sol pour juste ne pas y aller. Mais c'est vraiment dommage quand on sait que ça peut être bien fait et ça peut utiliser cet espace-là qui serait perdu autrement. Un sous-sol mal fini va avoir tôt ou tard souvent des histoires de moisissure qui peuvent avoir des impacts sur la santé non négligeables. Souvent, une des choses affreuses qu'on voit quand les gens réisolent un sous-sol, c'est qu'ils oublient de mettre un pare humidité, quelque chose pour couper l'humidité qui vient naturellement du sol. Donc, on se retrouve avec des sous-sols super humides, souvent même recouverts de tapis. Donc, là, on se retrouve avec des zones de prolifération de bactéries et de toutes sortes de choses qui n'aident pas ni pour la santé, ni pour le côté écologique. Ce qu'il faut vraiment faire pour créer un sous-sol
habitable finalement, c'est d'assurer l'étanchéité et la continuité du couple vapeur dans le sous-sol et d'isoler comme il faut. Dans les constructions relativement neuves, la dalle est déjà isolée d'en dessous, mais dans un cas de vieux bâtiment, souvent, il n'y a pas d'isolation. Donc, il faut commencer d'abord, avant tout, par isoler le plancher, recouler soit une chape de béton ou encore refaire un plancher plus léger, flottant par-dessus ça. Une bonne isolation permettra non seulement de diminuer l'humidité du sous-sol, mais également d'éviter des pertes de chaleur. Donc, en isolant le plancher, on arrête de chauffer le sol en dessous de la maison. Donc, bien sûr, on récupère cette chaleur-là. Puis par les murs de fondation, surtout si la partie qui est hors sol, on perd énormément d'énergie. Surtout que les gens, en général, mettent très peu d'isolant sur les murs du sol. Ils mettent souvent à peine 2 pouces. Donc, toute la partie qui est exposée à l'extérieur a un faible facteur air, donc perd beaucoup de chaleur. Donc, en réisolant le sol, on gagne beaucoup en efficacité. Même si l'humidité est bien contrôlée, il sera préférable d'utiliser des matériaux qui la supportent bien. Si on aménage notre sol en utilisant des matériaux conventionnels, dont le bois, le gypse conventionnel, il y a des chances qu'on ait des problèmes de moisissure qui se développent parce qu'on crée un milieu idéal pour ça. Donc, il va falloir, quand par exemple, on achète une maison usagée qui a été rénovée puis qu'on veut vraiment réaménager le sous-sol, il vaut la peine de tout dégarner puis recommencer à zéro et de s'assurer qu'on utilise les bons matériaux. Et le premier élément, à mon avis, c'est l'utilisation des mousses plastiques, les polystyrènes extrudés, les mousses de polyuréthane, qui sont des matériaux imputrescibles et où la moisissure ne prend pas. Pour le revêtement des murs et des plafonds, le gypse est le matériau le plus couramment utilisé. Dans la fabrication du gypse, il y a du papier. Et le papier est un nutriment aux moisissures. Donc maintenant, les compagnies aujourd'hui ont développé des gypses qui ne contiennent pas de papier. Donc, c'est une mince treillis de fibre de verre qui fait en sorte qu'on ne donne pas la chance à la moisissure de s'agripper et de développer. Pour le plancher du sous-sol, le matériau le plus en demande est le plancher de bois flottant. C'est sûr que dans un sous-sol, le matériel numéro 1, c'est le plancher flottant. On s'en cache pas, le plancher flottant est très populaire. Les prix sont de plus en plus compétitifs et la qualité du produit est de plus en plus meilleure. Si l'on récapitule, les isolants les plus utilisés dans les sous-sols sont faits à base de plastique, le gypse fait office de revêtement de murs et de plafonds, et les planchers les plus prisés sont les planchers de bois flottant. Vous pouvez voir et revoir les émissions de Rénologique au www.duproprio.tv. Voyons maintenant comment il est possible de finir son sous-sol, mais de façon plus écologique. Avertissement, il faut faire preuve d'audace. Finir un sous-sol, c'est comme la construction en général. Là. C'est d'abord et avant tout toute la matière qu'on achète, d'où elle vient, tous les rebuts qu'on produit, où ils vont. C'est beaucoup une gestion de la matière plus que d'autres choses de la rénovation. Donc, dans ce cas-ci, on a essayé de récupérer un maximum de bois de déconstruction. On a relocalisé ce qui soufflait l'ancien plancher pour en faire les murs. Le styrofoam qui était déjà en place, qu'on a, plutôt que de jeter, remis en place. L'option d'une dalle radiante ici comme système de chauffage pour être plus efficace que des typiques plaintes électriques. L'escalier, en fait, a été bâti à partir du bois récupéré de la déconstruction d'une vieille rallonge qu'il y avait à l'arrière du bâtiment. Donc, on a décousu la rallonge pour envoyer la tôle à la récupération et récupérer tout le bois qu'on a replané, retravaillé pour en faire les marches, les limons de l'escalier en haut, etc. Ici, à l'arrière, en fait, c'est un mur mitoyen, donc il y a un autre bâtiment à côté, donc on se devait d'être coupe-feu. Donc la méthode conventionnelle, c'est de mettre 2 gyps d'épais, deux épaisseurs de gyproc de 5-8, puis de tirer les joints, tout ça, pour rendre ça coupe-feu. Ici, on avait un mur de béton qu'on trouvait intéressant, donc on s'est dit, bon, lui, on va le laisser apparent, lui, il est coupe-feu. Puis la partie qu'il y avait à rendre résistante au feu, on a mis un gypse à l'endos, puis on a revêtu ça d'un fibrociment. Donc, on trouve souvent à l'extérieur du bâtiment pour cacher le bas des fondations ou autre. Là, on s'en est servi comme revêtement intérieur avec des petites vis apparentes. Il reste une bonne partie du revêtement intérieur qui était terminé, puis tous les accessoires de salle de bain à installer. Puis le plafond aussi là, à finaliser là, ici entre les solives là, qui vont rester apparents. Chez Emmanuel Cosgrove, le sous-sol fini devait servir de milieu de vie. On a isolé et insonorisé tous les murs, tous les plafonds, soit avec
la mousse giclée à base de plastique recyclé ou avec la cellulose qui est du papier journal recyclé. Et on a isolé sous la dalle et on a recoulé une dalle en surface avec du béton écolo, teinté avec un acide qui fait ressortir des couleurs du béton et ça permet d'éviter tous les coups liés à de la céramique contre une dalle qui est isolée par le dessous. On a tout utilisé des matériaux récupérés et sains. On a gardé de la terre d'excavation. On l'a mélangé avec la chaux pour faire le fini qu'on voit autour de nous, qui a l'avantage d'être un matériau qui réabsorbe presque autant de gaz à effet de serre que l'on produit pendant la fabrication de la chaux. Recourir à des matériaux recyclés nous fait économiser sur les coûts de matériaux. Cependant, ces économies seront grugées par la main-d'œuvre qui devra prendre le temps de les préparer à la réutilisation. Le meilleur moyen d'économiser est donc de s'impliquer. La meilleure façon d'économiser dans un cas de réno écologique, c'est que les propriétaires s'investissent un petit peu pour ne serait-ce que préparer la matière à récupérer. Donc déclouer les morceaux de bois, enlever le styrofoam, le mettre de côté, le temps de le remettre, etc., etc. Si les gens s'impliquent un peu, bien, nécessairement, ça fait baisser les coûts et ça rend ça beaucoup plus abordable. Travailler avec des matériaux recyclés nous oblige à faire preuve de plus de créativité dans nos rénovations. Les gens osent pas trop être créatifs de peur que ce soit pas au goût du jour, que ce soit pas comme c'est d'habitude. Les gens ont souvent tendance à un certain conformisme. Puis justement, pour le Gyproc, pour le côté lisse, sans texture. Là. Un escalier ou une maison avec une vieille poutre récupérée, la maison est neuve, mais elle a déjà une histoire, elle a déjà une âme, entre guillemets. Donc, en fait, en valeur ajoutée, on gagne si on regarde là, sur l'ensemble de la maison. En bref, la rénovation du sous-sol ressemble beaucoup à la rénovation du reste de la maison, c'est-à-dire qu'on va chercher à employer le maximum de matériaux recyclés, de matériaux sains, on va essayer de s'assurer d'une bonne qualité de l'air et de minimiser les besoins d'énergie. On vous rappelle que vous pouvez voir et revoir les épisodes de Rénologique au www.duproprio.tv. Rénologique était une présentation de duproprio.com en collaboration avec l'Agence de l'efficacité énergétique du Québec et du magazine La Maison du 21e siècle.